s'interroge Pompidou sur les rumeurs qui courent. On parle d'un référendum à l'automne sur l'élection du président de la République. Celui-ci lui répond: rassurez-vous, il n'y aura pas de révision de la Constitution. Pas même à la rentrée? Pas même à la rentrée. Le voilà rassuré. Il va le lendemain, dans sa circonscription du Nord, annoncer: le viol n'aura pas lieu. La réalité, c'est que Pompidou n'était pas au courant jusqu'au dernier moment. Sa fureur, en écoutant 2 mois plus tard le général de Gaulle annoncer au pays le référendum sur l'élection du président au suffrage universel, est difficile à imaginer. Mais pour Paul Reynaud, c'est véritablement un coup d'État, puisqu'il prive les parlementaires du droit que leur octroie la Constitution d'être consultés les premiers. Mais pour lui, c'est aussi l'impression d'être trahi. Au mois d'octobre 1962, s'ouvre à l'Assemblée nationale le grand débat sur la réforme de la Constitution. Ce sera la dernière bataille de Paul Reynaud. Il dit à son collaborateur le plus proche: venez m'écouter, c'est la dernière fois que vous m'entendrez. Ce sera son dernier discours. Le général de Gaulle, dit-il, a voulu cumuler les honneurs dus au chef de l'État avec le pouvoir du Premier ministre. Il a voulu être Churchill et George VI. Ainsi, depuis 4 ans, la France est-elle gouvernée par le président de la République. Or, pour nous, républicains, la France est ici et non ailleurs. Et il termine sa démonstration par une de ces formules dont il a le secret. Aussi, monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que notre Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. Il sera battu aux prochaines élections par un député envoyé parachuté par l'Élysée. Aujourd'hui, mon père est mort il y a bientôt 50 ans et le regard porté sur lui a changé. J'en vois pour ma part une raison essentielle. Pendant longtemps, le mythe gaulliste avait clivé la France en deux. D'un côté, ceux qui avaient rejoint Londres ou qui continuaient à se battre dans l'ombre. De l'autre, les responsables de la défaite. D'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Et le mythe avait inévitablement atteint la figure de Paul Reynaud. S'il est vrai que De Gaulle, lui, a su faire la part des choses concernant Paul Reynaud et l'a toujours honoré, certains gaullistes lui en voulaient d'avoir écorné l'image de leur grand homme. Aujourd'hui, les derniers d'entre eux sont morts, les pétinistes aussi, et Paul Reynaud a retrouvé sa place dans l'imaginaire collectif. Pour conclure, je dirais à Alfred Sauvy, qui écrivait dans les années 70, il est peu d'hommes politiques aussi mal connus que Paul Reynaud. Je lui dirais que nous avons tenté ici d'y remédier ensemble. Et pour moi, ce fut aussi un pas de plus sur la route d'Antigone. Oui. Il dit, il faut dire le Pétain, s'il n'avait pas organisé la collaboration, accepté la collaboration, et si Pétain n'avait pas accepté la collaboration, et si il n'aurait pas été le très. Et votre père a une sorte de revanche contre ce Pétain. Oui. Oui. Et là, je trouve que là, qu'est-ce qui s'est passé? Sorti à ce moment-là, en 1946, il a quelle position, il est à quel poste Il n'est pas encore député du Nord, puisqu'il sera député du Nord en fin 1946 et que le procès Pétain a lieu en 1945, en juillet 1945. Qu'est-ce que vous pensez de son intervention politique? Ce qu'il faut penser de Pétain? Vous trouvez qu'il a raison? S'il n'avait pas collaboré, il aurait peut-être été un héros à un moment et il a basculé.
Mais de toutes les façons, Pétain avait l'intention de collaborer puisqu'il avait l'intention de traiter avec Hitler. Donc il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il est gentil quand il dit, il est général quand il dit, vous auriez fait ça. Oui, oui, mais enfin, il savait qu'il allait, s'il n'avait pas collaboré, mais il était inscrit dans l'histoire, puisque, comme je le disais, pendant des mois, son idée, c'était de traiter avec Hitler. C'est ça qui les a occupés d'ailleurs. Et quel courage et quelle force et quelle croyance dans la vie de faire les enfants à son moment. Tout à fait. Vous avez vécu combien de temps, 30 ans? Non, 17 ans et demi. De faire des enfants, c'est déjà. Je suis pas sûre que ce soit une opinion partagée par mes frères, donc je me permettrai de Moi, je sais une très bonne idée. Mais mon jeune frère a 5 ans moins que moi et il n'a pas connu son père très longtemps. Donc c'est à la fois merveilleux de faire des enfants si tard et un tout petit peu égoïste. Parce que moi, je ne pense pas personnellement. Oui, mitigé. Mitigé. Ah, je ne sais pas, d'accord. C'est en tout cas une merveilleuse idée de faire des enfants à 80 ans. C'est une merveilleuse idée de faire ses enfants à 80 ans, puisque cela nous vaut ce soir le bonheur d'avoir Evelyne parmi nous, une merveilleuse enfant, qui a évoqué avec beaucoup d'émotion et de science la mémoire de son père. Bravo. De ta part, ça me touche beaucoup. Je n'ai plus rien à dire après Dominique Bonnard. J'aimerais que tu refasses une présentation sur ton grand-père né en 1830. Je refais une présentation. Quelques mots sur mon grand-père. Ton grand-père est né en... Tu es la seule parmi nous qui a un grand-père né en 1830. 40, le jeu, l'année de la mort de Chopin. Et alors, puisqu'elle évoque mon grand-père, je vais vous dire quand même quelques mots sur ce grand-père qui n'est pas nommé étonnant. Donc il était de Barcelonnette, et lorsqu'il a eu 17 ans, il voulait faire ses études de médecine. Son père était ruiné, il lui a dit il faut que tu travailles, il faut que tu partes parce que je ne peux pas assumer tes études de médecine. Il a donc décidé de partir pour le Mexique, puisque les Barcelonnettes partaient beaucoup pour le Mexique aujourd'hui, aujourd'hui puisqu'ils partent encore. Et il est parti sur un bateau, donc à l'âge de 17 ans. Il y a eu une tempête terrible sur l'Atlantique. Il a demandé au capitaine d'être attaché au mât du bateau pour vivre la tempête le plus près. C'était un tempérament, lui aussi. Quelle évolution voyez-vous dans la façon de voir l'action de votre père entre le moment où vous avez écrit le livre et aujourd'hui? En somme, il y a eu aussi des progrès de la recherche en histoire de son activité. Et puis la deuxième question, c'est que quand Pétain a pris le pouvoir, il a proposé à Borrello d'être ambassadeur aux États-Unis. Alors on comprend, je vais penser à la question pourquoi a-t-il refusé, sans doute parce qu'il ne se sentait pas de représenter un gouvernement avec lequel la politique duquel il n'était pas d'accord. Mais d'un autre côté, si on considère l'action duale qu'a eu extraordinaire, qu'a eu l'ambassadeur américain à Vichy, l'amiral Leigh, qui était vraiment un jour de l'histoire, on peut peut-être le regretter, peut-être aurait-il pu avoir une action bénéfique à ce moment-là. Oui, mais vous avez. Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question. Vous avez entendu ce que je disais. La relation entre le maréchal Pétain et Borrello était telle qu'il était impensable qu'il soit son ambassadeur. C'était tout simplement impossible. Et en ce qui concerne la première question, en effet, je n'aurais pas écrit le livre que j'ai écrit il y a 35 ans de la même manière.
Quelles sont les grosses différences en gros que Alors, d'abord, il y a le regard de ce qui a été écrit et dit depuis qui fait changer les choses. De même que quand j'ai écrit mon livre, ça n'était pas du tout la même chose que ce que mon père avait pu écrire dans ses mémoires juste après la guerre. On est toujours influencé par ce que les gens écrivent, par l'évolution, par ce que l'on entend, ça n'est pas quelque chose d'isolé. Vous voyez, on est toujours très très dépendant du regard des autres et de ce que peuvent penser les autres. Et puis j'ai moi-même évolué, et peut-être que mon Oedipe était un peu plus résorbé aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Donc j'aurais pas écrit les choses de la même manière.